Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro spécial commémoration des massacres de mai 45. D'abord, Sahar Torkom, à tous et à tous qui nous rejoignez ici sur Canal Algérie. Un numéro spécial qui revient sur le 75e anniversaire des tristement célèbres massacres du mai 45. Pour l'aborder, pour le comprendre, pour le contextualiser dans une France qui a du mal à se réconcilier avec son passé, nous avons le plaisir de recevoir avec nous un certain nombre d'invités, des historiens. Olivier Lecourt Grand Maison, qui est un habitué de Canal Algérie, qu'on reconnaît aisément, que nos téléspectateurs en tout cas reconnaissent aisément. Historien universitaire, vous avez signé beaucoup d'ouvrages. Je retiendrai Code de l'indigénat, Anatomie d'un monstre juridique, du droit colonial en Algérie et dans l'Empire français. C'était on a découvert en 2010. Le dernier ouvrage que vous avez signé est Ennemi mortel. Nous avons avec nous Mehdi Lalaoui, également un visage très connu par nos téléspectateurs, réalisateur, écrivain. Vous avez avec Benjamin Sora et Samia Messaoudi, qu'on salue ce soir, cofondé l'association Au nom de la mémoire. C'était en 1990. Vous avez réalisé beaucoup de films, beaucoup de documentaires et vous avez écrit également beaucoup de choses autour de la mémoire, de l'histoire. Ce soir, nous reviendrons particulièrement sur un livre qui date aujourd'hui, quand même, 8 mai 45, Sétif Galma, Chronique d'un massacre, c'était en 95. On retiendra également que vous faisiez partie de la première vague des réalisateurs qui ont abordé le sujet du 17 octobre 61, du massacre du 17 octobre 61, c'était le silence du fleuve. Pascal Blanchard, que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir pour la première fois sur notre chaîne, historien également, documentariste. On vous voit très souvent intervenir sur les questions de l'empire colonial français. Vous venez d'ailleurs de signer en début de cette année avec Nicolas Vancel et Sandrine Demer Décolonisation française, la chute d'un empire, et vous avez préparé un documentaire dont vous allez nous parler un peu plus tard, qui sera un documentaire certainement événement, il fera date. On en reparlera un peu plus tard dans cette émission. Enfin, je voudrais saluer notre invité prestigieux, très apprécié par les Algériens de façon générale, les mordus de culture. C'est un visage qu'on connaît d'une génération à l'autre, qui a marqué le théâtre, le cinéma, mais également auteur de plusieurs romans et essais. Slimane Benrissa, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation dans ces conditions qui sont très particulières. Nous allons tout de suite aborder le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, le 8 mai 45, 75 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut raconter précisément sur les faits, Olivier Le Grand Maison? D'abord, commencer par rappeler quel est le point de départ de ces massacres. Donc, une manifestation pacifique appelée dans le centre-ville européen de la ville de Sétif. C'est important de le préciser puisque Sétif, comme beaucoup de villes coloniales en Algérie et ailleurs, est structurée sur la base d'un principe de ségrégation raciale. Et à l'occasion de ce 8 mai 1945, ce qu'on appelle encore les indigènes, entendent s'affirmer comme des sujets individuels et collectifs politiques, et pour ce faire, ils entendent manifester au cœur de la ville dite européenne. Manifestation pacifique, faut-il le rappeler, au cours de laquelle un scout algérien qui porte le drapeau national algérien, en tout cas ce qui va devenir le drapeau national algérien, Saad Bouzid, est tué, assassiné par un policier. C'est le début d'émeutes dans la région, qui vont faire une centaine de morts européens, et à la suite de quoi les autorités militaires françaises, les milices de colons européens, vont non pas se lancer dans une sanglante répression, mais dans ce qui va devenir au fil des semaines et au fil des mois de véritables crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de fait crimes d'État, puisque l'ensemble des forces armées françaises, armées de terre, armées de l'air, marines, ont été impliquées dans ces massacres qui ont été perpétrés au vu et au su du pouvoir politique, et faut-il ajouter, non pas simplement au vu et au su du pouvoir politique, mais sous l'autorité du pouvoir politique, parce qu'il s'agissait pour la France à l'époque de signifier très clairement aux Algériens et plus généralement aux colonisés que toute contestation de l'intégrité de l'Empire serait très brutalement réprimée. Les massacres de Sétif et Guelma et le Kherata en témoignent sinistrement. Justement, puisque vous en parlez, parce qu'il y avait un contexte, j'allais dire, psychologique très, très important à l'époque, pour la France de l'époque, qui déjà avait beaucoup de mal à se remettre de la défaite de 40, et
on retiendra quand même De Gaulle qui avait dit à l'époque au gouverneur de la région qu'il n'était pas question qu'après la libération, les colonies nous filent entre les doigts, entre guillemets. Est-ce que, Monsieur Blanchard, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la crainte précise de ce grand empire colonial? Pourquoi est-ce qu'il était si effrayé finalement par cette contestation qui, pour le rappel quand même, pour l'histoire, cette manifestation n'était pas une insurrection, mais une manifestation autorisée qui avait été précédée par celle du 1er mai, qui, elle également, à Alger, avait connu 3 morts selon les chiffres annoncés, officiels. Pour faire simple, la France gaulliste, la France de la résistance, la France qui gagne avec les Alliés, difficilement, mais qui arrive à s'accrocher à la victoire, ne s'imagine pas sans l'Empire. Elle ne se pense pas à un avenir de l'après-guerre où l'Empire ne serait plus là. Et donc, elle réfléchit déjà dans la dernière année du conflit 44 et pendant 45 de la manière de garder cet empire. La conférence de Brazzaville, début 44, c'est ni plus ni moins que déjà trouver des fausses réponses à des bonnes questions. D'ailleurs, au même moment où Brazzaville a lieu, qui est une réflexion sur les futures modernisations de l'édifice impérial, quelles réformes il faut faire. En fin de compte, c'est De Gaulle qui parle devant des gouverneurs blancs, donc il n'y a pas beaucoup de réformes à faire. On est en train de réprimer au Maroc une des premières révoltes. Donc, cette île Guelma-Karata, ce qui se passe en Algérie n'est pas une nouveauté pour le pouvoir politique. C'est les balbutiements d'un mouvement national large dans tout l'Empire, dont l'Algérie est un des morceaux essentiels, puisque c'est le plus proche de la métropole, mais le Maroc a déjà bougé. Je rappelle qu'il y a eu à Tiaroy, fin 44, une révolte de combattants tirailleurs sénégalais qui sont rentrés du front, qui ont réclamé leurs primes. Et l'armée française a tiré sur ses propres soldats. Donc, dès 44, la France est sensible, a peur et inquiète de voir les bouleversements de cette Seconde Guerre mondiale qui risquent de faire basculer l'Empire vers ce que les Américains d'ailleurs et les Russes réclament à l'époque, la fin des 2 grandes puissances coloniales, britanniques et françaises. Donc, ce qui se passe en Algérie, et ce qui se passe d'ailleurs au même moment au Liban et en Syrie, c'est pour la France quelque chose qui est attendu. Il faut donc réagir extrêmement vite. Il ne faut surtout pas laisser un espace aux revendications nationalistes. Donc la répression n'est pas simplement une réaction à ce qu'il se passe. La répression est déjà le mécanisme colonial qui s'est mis en branle dès 1944 pour maintenir cet empire colonial, car tout simplement les élites politiques de la future 4e République n'imaginent pas la France de l'après-guerre sans l'empire. Je reviendrai justement sur cet état d'esprit et sur ce que ça peut représenter, même aujourd'hui, puisqu'on abordera la problématique de la reconnaissance, du fait de regarder son histoire, sur l'effet que ça peut avoir sur son image sur un plan international. Mais je voudrais parler avec M. Benissa. Le premier souvenir qui vous a été rapporté de ces massacres? Le premier souvenir, ça ne va pas me rajeunir, mais j'ai été sevré le 8 mai 1945. Ma mère a perdu le lait ce jour-là parce que mon oncle a été pris dans les rafles. Il a réussi à s'échapper et à revenir. Si vous voulez, le 8 mai 1945, pour moi, est un souvenir dans ma chair, même si je n'ai pas été atteint et même si j'étais un nourrisson. Et en tant que dramaturge, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Je ne conçois pas même mon écriture et ma réflexion en Algérie sans m'intéresser à l'histoire et à la mémoire. C'est ce que on n'est pas encore fondé pour créer un théâtre algérien. Donc je m'intéresse beaucoup à l'histoire et aux détails de l'histoire. Mon oncle a participé, donc a été pris et ma mère a perdu son lait et ces événements on me les a racontés dans le détail. Il y a un fait, c'est vrai que la France ne voulait pas perdre son empire. Ça, c'est un fait. Mais il y a eu humiliation. Tous les Français, les pieds noirs, la guerre les a humiliés aux yeux des Arabes. Et donc, les Arabes se sentaient un peu plus forts. C'est pour ça que l'opposition des 2 défilés s'est faite. À Guelma, il y a sa montée du monument aux morts, les Français, et les Arabes descendaient du marché arabe en haut et se sont confrontés au coin d'une rue où mon oncle était serveur dans le café. D'ailleurs, on me raconte des anecdotes là-dessus, c'est triste et c'est malheureux, mais c'est des vérités qu'on raconte après. La rue était couverte de savates et de cachabia et de gondoura.
quand les gens se sont enfuis, ils se sont débarrassés de leur chabia qui les gênait à courir, les savates et tout ça. C'était une rue comme ça couverte. Mon oncle a échappé au truc. Mais ce que je retiens personnellement de l'histoire de Guelma, il y avait un préfet, un sous-préfet qui s'appelait André Chiari. Et c'est l'entente du préfet de Constantine, l'Estrade Carbone, et du général Duval. C'est pour ça que la chose s'est partie dans le département de Constantine, c'est-à-dire Sétif. Eux, ils étaient décidés à remettre les Arabes au pas. Ils se sont entendus, parce qu'à Sétif, ça s'est passé dans les meurtres, effectivement, il y a eu des morts. Donc, le préfet, le général Duval de Constantine, qui était commandant de la région, a donné ordre qu'on mette de l'ordre à Sétif, et c'est là où ça a commencé à Sétif. Mais à Guelma, c'est arrivé le 14 mai. Et mon oncle disait, dès qu'ils ont commencé à armer des milices, c'est que des civils, ils vont mourir. Parce que les militaires ne tuent pas sans raison comme ça les civils. Il faut qu'il y ait. Mais quand on crée des milices, c'est les milices qui vont faire des massacres. Et donc, on a créé cette milice le 14 mai. Elle a massacré jusqu'au 20 mai. Et à ce moment-là, le préfet et le général Duval sont venus à Guelma pour arrêter le massacre et ils ont félicité tous les miliciens pour les amadouer. Donc, je rappelle que moi, je crois que c'est lié aussi à la junte dirigeante du département de Constantine. Ça s'est catalysé aussi là. Et le massacre a été très, très dur. Nous, on connaissait à l'école, après, les pupilles de la nation, mais ils étaient peu nombreux. Mais après, on connaissait que des orphelins du 8 mai 45. La moitié de mon primaire, je l'ai passé avec des orphelins du 8 mai 1945. Ça nous ramène justement la bataille des chiffres. C'est quand même à quelque chose qui cristallise, on va dire, les désaccords entre même les historiens des deux parts de la Méditerranée. Mais avant, je voudrais quand même revenir à vous, Mehdi Lalaoui, vous qui êtes enfant de l'immigration, qui êtes né ici. Certes, votre, j'ai envie de dire, mémoire immédiate est liée au 17 octobre 61, mais le 8 mai, pour vous, cette rencontre avec le 8 mai, à tel point de vouloir écrire dessus, comment elle s'est faite? Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, ce que j'ai découvert, c'est d'abord, bon, on est quelques centaines de milliers, voire quelques millions en France à être ce qu'on appelle les franco-algériens. Voilà. Mais notre identité, elle ne s'arrête pas aux frontières. Notre identité et notre histoire, elle se prolonge sur des siècles et cette histoire touche obligatoirement à l'Algérie. Et donc, c'est par cette histoire qui touche à mes ancêtres, aux miens, à mes proches, que je suis rentré dans ces histoires occultées. Et moi, dans ma jeunesse, mon adolescence, j'ai toujours entendu très tôt parler de deux événements. Le 17 octobre 61 et le 8 mai 1945. Toujours, ça revenait dans des discussions, dans des cafés, dans les cercles militants ou non. Et donc, c'est cette histoire aussi qui fonde ce que nous sommes. Et très tôt, je me suis penché pour savoir ce qu'il en était. Et il n'y avait pas grand-chose, parce que toutes ces histoires de crimes coloniaux ont été dissimulées, ont été systématiquement occultées pour nous, peu petits de l'école de la République. Et donc, il a fallu attendre l'âge adulte, la conscience politique, et aussi le fait que je travaille, que mon métier est d'investir par l'image un certain nombre d'histoires pour rentrer à fond dans ce problème. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des personnages vivants, des hommes, des femmes, qui sont des témoins directs, des victimes directes du 8 mai 1945. Ça fait 75 ans. Il reste plus que quelques centenaires qui sont des témoins directs, mais tout le monde a disparu. Et grâce à l'image, grâce aux témoignages qui ont été recueillis ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, on peut reconstituer les faits de façon
les faits terribles qui se sont passés. Et donc, mon intérêt pour cette chose, c'est pas un intérêt intellectuel, c'est une volonté, c'est un besoin de mettre des puzzles sur l'histoire des miens, sur l'histoire de ma famille, sur l'histoire des gens dont je suis issu et qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Parce qu'aujourd'hui, ça nous impacte, cette histoire. Aujourd'hui, ce n'est pas une histoire de passé, ça nous impacte foncièrement cette histoire d'occultation et de dissimulation. Exactement ce que disait ce matin, enfin, ce que vous avez écrit, Olivier, le programme Maison, dans le papier que vous avez signé pour Mediapart, par rapport à la relation du passé, de la reconnaissance du passé tel qu'il était et les problèmes d'aujourd'hui que connaît la France. Mais avant de revenir vers vous, Olivier Legrand-Maison, je vais revenir à M. Blanchard et particulièrement à cette, puisque vous parliez justement d'une période de décolonisation qui s'est faite avec beaucoup de crispation. Certes, tous les pays colonisés par la France, par l'Empire colonial, a vécu une répression importante. Par rapport au 8 mai 1945, la répression qu'a connue cette région-là, qui a duré jusqu'au 20 juin, dont on nous rapporte, des historiens français rapportent notamment que les milices avaient parfois des listes de jeunes Algériens titulaires d'un certificat d'études qu'il fallait abattre parce que ces gens-là pouvaient penser une insurrection, pouvaient penser un avenir. Est-ce que ce modèle-là, vous l'avez perçu, vu ailleurs? Mais c'est la base même du système colonial. Le système colonial ne peut pas tolérer que celui qui est dominé se mette à penser, à réfléchir et à pouvoir, à un moment, être indépendant. Donc, on a besoin d'élites intermédiaires pour maintenir le système colonial, mais on a surtout besoin que ces élites intermédiaires ne deviennent pas, à un moment, des opposants politiques potentiels. C'est quelque chose de très paradoxal. Le système colonial, c'est un système qui fonctionne à partir du moment où la règle du jeu de la contrainte s'accompagne d'un système où on utilise certains dans une administration intermédiaire pour maintenir une autorité et une exploitation économique. Mais dès que certains qui ont fait des études commencent à penser à un autre destin, par définition, ils deviennent les ennemis des possédants, à la fois de la puissance tutélaire et quand il y a des colons, comme c'est la situation par exemple aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie ou en Algérie, et bien, par définition, l'opposition existe aussi à l'intérieur même de la colonie. L'élite intellectuelle politique, notamment cette élite qui a vu la France s'effondrer en 1940, une élite qui, dans certains cas, a pris conscience que la France, en fait, n'était pas invincible. Une élite qui a aussi discuté avec d'autres qui viennent d'Indochine, qui viennent d'autres territoires, du Cameroun, qui ont entendu parler du discours de Roosevelt, qui savent ce que dit l'Union soviétique, qui voient l'Égypte. N'oublions pas qu'il y a ces pays qui sont en mouvement. Ce n'est pas juste l'Algérie qui pense le devenir de l'Algérie refermé dans ses frontières. Les gens écoutent des radios, ont vu ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, savent ce qui se passe en Inde, savent très bien qu'il y a Gandhi. Les gens sont au courant que le monde bouge. Et donc, d'un seul coup, d'avoir des gens qui pensent, c'est par définition l'ennemi intime, c'est le cas de le dire, de celui qui est colon et qui ne veut que rien ne change. Celui qui pense, c'est celui qui va par définition revendiquer que tout doit changer demain. Donc, il est un ennemi à abattre. Oui, mais là où il y a une forme de schizophrénie, et les rapports existent, des rapports des archives de l'Élysée existent, pour attester que le mouvement intellectuel, les nationalistes, notamment les messalistes de l'époque, n'avaient aucune intention de mener une insurrection, bien au contraire, puisqu'ils avaient misé tous leurs espoirs sur la conférence de San Francisco et ce qu'elle pouvait apporter pour cette nouvelle configuration internationale. Donc, Olivier Legrand-Maison, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de reconnaître qu'il s'agit, pour ce crime colonial, d'un génocide tel qu'il est défini dans la loi? En ce qui me concerne, je ne considère pas que, aussi graves soient-ils, les événements de Sétif Guelma et Khairata relèvent d'un crime de génocide, mais d'un crime contre l'humanité. Ça n'enlève en rien à l'extrême gravité des actes qui ont été commis. La différence est la suivante, c'est qu'un crime de génocide a pour objectif l'élimination supposément totale d'un groupe défini sur la base de critères le plus souvent ethnico-raciaux. Là, il ne s'agit pas de cela. Celles et ceux qui ont été massacrés au cours de ces massacres du 8 mai 1945 l'ont été pour un complexe de raisons qui sont à la fois des raisons politiques, des raisons ethno-raciales, des raisons religieuses, et parce qu'ils ont été pensés, effectivement, quand bien même la manifestation était une manifestation pacifique, comme des ennemis qui
faisait peser une menace existentielle sur l'intégrité de l'Empire en général et sur l'intégrité de l'Algérie française en particulier. C'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas d'une sanglante répression, mais bien d'un massacre, parce qu'encore une fois, il ne s'agissait pas seulement d'envoyer un signal aux populations algériennes, comme on dit à l'époque, en leur signifiant très clairement que toute revendication, quelle qu'elle soit de type démocratique, serait impitoyablement châtiée. Comme l'a dit Pascal Blanchard, il s'agit d'envoyer un signal à l'ensemble des colonisés dans un contexte international qui est complètement bouleversé par la Seconde Guerre mondiale et relativement à la France, complètement bouleversé, ça a déjà été dit, par le fait que la France a, dans un premier temps, été battue et battue extrêmement rapidement. Et donc, ce qui s'est effondré avec la drôle de guerre, c'est l'ensemble du mythe français sur la supériorité militaire, technologique et politique. Et la démonstration a été faite que cette supériorité n'en était pas une, que la France, au fond, était relativement faible sur le plan militaire. Et évidemment, au sortir de la guerre, cela est perçu par ceux qui sont colonisés comme une opportunité politique permettant d'avancer des revendications démocratiques. Sauf que du côté du pouvoir colonial, comme du côté du pouvoir des colons, ces gens-là ont très bien compris que les revendications démocratiques, un homme, une voix, pas de double collège, même si la question va être posée après, les droits et libertés démocratiques garantis, liberté de manifestation, liberté d'association, liberté de la presse, liberté de circulation, l'ensemble de ces revendications démocratiques, si elles sont durablement satisfaites, ne peuvent que créer les conditions de possibilité de l'émergence d'un mouvement nationaliste. C'est les raisons pour lesquelles, effectivement, la réaction du pouvoir politique est à l'époque d'une extrême férocité. Et rappelez, ça a déjà été dit, mais c'est très important, parce que ça permet aussi sans doute de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, qu'à l'époque, il y a un consensus des gaullistes jusqu'au Parti communiste, jusqu'à la direction du Parti communiste, pour considérer qu'il faut effectivement défendre l'Empire et l'Algérie française en particulier. Alors, si on peut pas être d'accord sur les termes et les définitions à donner à ces massacres, peut-être on peut revenir sur les chiffres qui sont également assez contestés. On n'arrive pas encore à avoir un chiffre qui est admis par tout le monde. Néanmoins, si on devait donner les estimations qui ont été émises par l'Élysée à l'époque en 1954, je crois, dans les archives, ils reconnaissent entre 20 000 et 30 000 tués. Le consul américain à l'époque, je rappelle quand même que les forces américaines contrôlaient l'ensemble du littoral, et donc il parlait de 300 sorties de chasseurs bombardiers, et ce qu'il a fait estimer à peu près à 80 000 victimes. En Algérie, on parle de 45 000 victimes. Monsieur Benaïssa, qu'est-ce que ce débat vous évoque à vous? Les chiffres, moi, c'est vrai que je ne maîtrise pas ce domaine-là avec exactitude, mais tout ce que je sais, c'était jour de marché à Guelma. Le jour où ils sont arrivés, c'était le marché. Donc, toute la paysannerie aux alentours, dans les douars, autour de Guelma, était à Guelma. Donc, il n'y avait pas que les habitants de Guelma. La population a été multipliée par 2, littéralement. Ils sont restés pour manifester. Donc, quand on recense, moi, le souvenir, on me parle, ils ont créé Maouna, ils ont creusé à Maouna une grosse fosse, ils alignaient les gens, ils leur tiraient dessus, ils tombaient dans la fosse, ils envoyaient de la chaux. Cela, on peut les comptabiliser, mais les milices ont gardé leurs armes après le 20 mai, ils ont continué à tuer dans les campagnes, dans les coins isolés. On ne peut pas comptabiliser tout ça, à mon sens. Il y a eu un massacre. Moi, je parle sur le principe du massacre. Il y a eu un massacre. Génocide, mais le chiffre, je crois qu'on peut pas le cerner avec grande exactitude. Mais juste une petite... Je suis d'accord avec vous, et il faut quand même se rendre compte qu'on donne des chiffres qui sont énormes. Aujourd'hui, les historiens, en gros, varient entre 15 et 25 000 pour les derniers travaux qui sont rendus. Mais ce qui est énorme, 15 000 à 25 000 personnes tuées dans une région comme le Constantinois, essentiellement concentrées certes sur les villes, mais aussi sur les villages environnants. Il ne faut pas l'oublier, car les massacres, avec notamment les milices, ont continué dans les villages autour. C'est énorme comme chiffre. Par rapport à la dissémination dans les villages, par rapport à la présence militaire française, par rapport, certes, il y a eu des jours d'intime violence, mais la répression, si vous faites un calcul, c'est une des répressions par rapport à celle de Madagascar, qui fera plus de 80 000 morts, aujourd'hui on le sait, mais qui s'est étalée sur 18 mois. Là, on est en gros
sur 40 jours de massacre. Et tous les jours n'ont pas été dans une intensité énorme. C'est déjà des chiffres titanesques. 15 à 25 000 personnes tuées de manière volontaire, individuelle. Nous ne parlons pas, comme pour Damas, par exemple, au même moment d'un bombardement dans la ville qui fera 5 000 morts, mais dont on ne connaîtra pas le nombre exact de personnes qui auront été tuées de manière individuelle. Là, c'est des gens qui ont été tués individuellement par des milices et l'armée. Et donc, c'est un chiffre qui déjà est conséquent. Et je rejoins tout à fait Olivier quand il dit, de manière très précise, la volonté n'est pas d'exterminer. La volonté est de réprimer, d'une violence ultime pour faire comprendre que toute revendication sera sanctionnée par la mort. Il n'y a pas une volonté d'extermination. C'est très important à faire la différence. Sinon, on n'arrive pas à comprendre pourquoi les événements se passent ainsi. Ils se passent ainsi parce qu'à la fois, on veut sanctionner les Algériens qui osent dire aux colons, comme à la République française, nous voulons être libres et avoir des droits. Et en même temps, comme l'a très bien dit Olivier, on adresse un message à tout l'Empire. Celui qui bougera aura le même sort que les Algériens de Sétif, de Guelma et de Kherrata. Et c'est pour ça que ce n'est pas une logique génocidaire. Si le chiffre est, je le dis, ne confondons pas deux choses. L'horreur du chiffre, la violence sur les populations civiles, hommes, femmes et enfants, incroyable. Et encore, on reste quand même sur un événement, comme vous l'avez dit, contenu dans le temps. C'est-à-dire Bien sûr. Si on devait remonter à 1830 jusqu'à 62, on est encore dans un autre débat, je crois. Nous sommes d'accord. On est bien d'accord. Mehdi Lahlaoui, j'aimerais savoir, la difficulté, moi honnêtement, j'ai travaillé avec beaucoup d'historiens algériens et français, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui s'intéressent à la question au sein de l'immigration, et il me paraît évident que les gens issus de l'immigration n'ont pas des termes clairs à poser sur chacun de ces moments douloureux de l'histoire. Combien de temps il a fallu pour définir ce que c'est que le 17 octobre 1961? Combien de temps il faudra pour comprendre exactement, précisément ce qui s'est passé le 8 mai 1945? Est-ce que c'est une problématique qui vous touche? Est-ce que ça perturbe dans la construction d'une identité, j'ai envie de dire? C'est vrai, je veux dire, ne pas savoir exactement ce qu'on a subi, le trauma qu'on a subi, ne pas le voir reconnu, défini clairement sur la place publique. Qu'est-ce qu'on est, nous, enfants de l'immigration? Est-ce que vous ne posez pas cette question? Alors, ça ne concerne pas seulement les enfants d'immigration, les enfants d'immigration algérienne, ça concerne tous les citoyens. Parce qu'en tant qu'enfant de l'immigration, on n'est pas seulement focalisé sur les injustices faites en Algérie. En tant qu'enfant de l'immigration ou citoyen, on est focalisé sur les injustices, sur le mensonge. Bon, il se passe que ça touche nos familles, ça touche notre histoire, et donc il y a plus d'acuité là-dessus. Mais je voudrais revenir sur quelque chose par rapport à l'histoire. Il y a un chiffre qu'on connaît par rapport à mai-juin 1945, parce que les massacres ont été jusqu'à la mi-juin. Jusqu'au 20 juin. Voilà, 1945, et c'est très bien documenté par un des collègues de Guelma qui s'appelait Marcel Régui, chrétien, christianisé, qui en juin 1945 va faire une enquête parce que ses frères, sa sœur ont été assassinés. C'est des intellectuels. On vise les gens qui réclament la liberté. En mai-juin 1945, on a un chiffre, c'est les 103 Européens qui ont été tués. Non seulement on a le chiffre, mais on a leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est ça. Voilà. Et par rapport aux Algériens, qui en est 1000, qui en est 10 000, qui en est 20 000, comme disait Feu Bachir Boumeza, qui était le président de la fondation du 8 mai 1945, paix à son âme, qu'est-ce que ça importe? Ce qu'il disait, c'est la sauvagerie avec laquelle on a assassiné ces Algériens parce qu'ils étaient Algériens. Et dans l'histoire, il y a quelque chose qui est important sur ce déclenchement de violence, de haine. En mars 1944, il y a un événement énorme qui se passe en Algérie. Il y a la création par Ferhat Abbas Ketsetif, des Amis du Manifeste et de la Liberté. Exactement. Et ça va avoir un écho énorme en Algérie. Et quand les tueurs, les miliciens, les inspecteurs de police, l'administration a été pour tuer les gens, comme c'était une association légale, avec des locaux, avec des statuts déposés avec le nom des adhérents, eh bien, les tueurs ont été chercher les noms
des membres, des amis du manifeste et de la liberté. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, ce qui nous touche en tant qu'humains, parce que l'intolérable, quand il est nommé, on peut faire fi de tout ce qui s'est passé, on peut faire histoire. Mais aujourd'hui, 75 ans plus tard, on ne peut pas faire histoire parce que cet événement, comme d'autres, comme les massacres coloniaux, il a fallu des années pour revenir sur les massacres de Madagascar. Il a fallu des années pour revenir sur Caroy 44, etc. Ben c'est ça qui pose problème 75 ans plus tard. C'est qu'on n'a pas le droit et on n'a pas accès à la vérité. Il y a 103 Européens qui sont nommés, qui sont morts, et il y a des milliers d'Algériens qui passent par perte et profit. C'est ça qui est insupportable pour nous, en tant que descendants de cette population-là. Slimane Ben Issa, que retient la mémoire collective populaire, j'ai envie de dire, de cet événement? Je crois dans la guerre de libération, c'est le moment le plus marquant pour les gens. En tous les cas, on le reçoit dans notre chair. 8 mai 45 est une chose très douloureuse. On a fait la guerre ensuite, on a pris le maquis, on avait aussi des armes. Mais là, c'était des gens qui étaient désarmés, pacifiques. Il faut se dire qu'en 45, la maturité du mouvement national était déjà à un stade assez élevé. La France était affaiblie. Par exemple, la Guelma, Rigui, dont on parle, qui est le premier qui a été tué le 8 mai 45. Parce qu'il y a la petite bourgeoisie, disons, algérienne, pendant la guerre, par le marché noir et tout ça, elle s'est fait un peu de fric. Il a acheté le café glacier de Guelma, qui était le centre de tous les pieds noirs. Les Juifs, par le fait du fichisme et tout ça, ils ont pris du recul sur le plan commercial. Et les Français étaient un peu humiliés. Comme il a dit le sous-préfet de Guelma, il faut remettre chacun à sa place. La guerre a donné un désordre social. Les Arabes ont commencé à prendre conscience, ils deviennent intelligents, ils veulent prendre en main leur sort. Les Juifs sont un peu abattus, les Français un peu noyautés financièrement et humiliés par la guerre, donc il fallait remettre de l'ordre. La motivation de départ, c'était de mettre les choses en ordre. La Deuxième Guerre mondiale a mis du désordre. Il fallait mettre de l'ordre et après, quand les milices se sont mêlées et quand les milices se mêlent, c'est terrible à travers toute l'histoire. Quand les civils sont armés, c'est le massacre garanti. Mais non, on parle de massacre moyen. Je me souviens, on me racontait, ma mère me racontait, on habitait en face du marché couvert de Guelma. Le lendemain du 9 mai, c'est-à-dire les semaines après le 8 mai, il n'y a plus un marchand de légumes. Il n'y avait plus un. Ils ont créé un cimetière qui s'appelle le cimetière Jebban Bardoucha à Guelma pour les morts de 8 mai 45. Un cimetière nouveau a été ouvert. Et on ne fait pas la comptabilité de tout ce qu'il y a autour, parce que Guelma, c'est une cuvette agricole riche, mais entourée de montagnes. Dans toutes ces montagnes et les douars, il y a eu des massacres extraordinaires. Moi, je me souviens d'une napalm quand on a grandi après en 54. Donc, le problème, c'est un moment dans la guerre d'Algérie très, très marquant pour les Algériens, à mon sens. Et alors, aujourd'hui, et je pose la question à chacun d'entre vous, aujourd'hui, peut-être je vais commencer par M. Blanchard, puisque votre documentaire qui va sortir à la rentrée, j'imagine, un documentaire programmé sur la télévision publique française, France 2, à l'occasion du mai 45 et qui est autour de la décolonisation de l'empire colonial français. Vous avez, j'ai vu la chance de voir quelques images via la bande-annonce que vous avez eu la gentillesse de me prêter. Et on voit des témoignages de gens issus de l'immigration, de toutes les immigrations, et des paroles très très fortes. Et c'est là où on se dit, en quoi est-ce que l'État aujourd'hui français devrait regarder son histoire coloniale, en quoi ça pourrait servir la France d'aujourd'hui et ses citoyens finalement d'aujourd'hui? Je vais poser la question à l'envers de votre question. Il s'est passé des choses depuis 30-35 ans. Des gens comme Mehdi ont fait des films, des gens comme Olivier et moi ont fait des livres, des gens dans la nouvelle génération sont nés après, d'autres ont écouté des poètes, et on s'est mis à écouter autrement l'histoire officielle. Il faut beaucoup de temps pour éteindre le bruit de l'histoire officielle. C'est très long.
C'est très long parce qu'au départ, vous êtes obligé de faire un contre-bruit avant de commencer à être entendu. Et nous sommes rentrés dans la génération des gens d'après. Nous sommes, pour beaucoup d'entre nous, nés après cette histoire coloniale. Et on commence petit à petit à maintenant entendre un autre son. Pourquoi ? Parce que les élites politiques de ce temps maintenant ont disparu. Elles ne sont plus au pouvoir. Elles étaient encore là, rappelez-vous, les Mitterrand, les Chirac, les Le Pen. Tous ces gens-là ont fait cette histoire. Nous sommes entrés dans une nouvelle génération politique. La règle du jeu a changé. Et puis, le temps est passé. Les indépendances, c'était il y a 60 ans. Le 5 mai 45, c'est il y a 75 ans. Le temps vient de s'étirer. On commence à accepter de commencer à regarder ce qui, pour les Français, est certainement le dernier grand tabou de l'histoire du XXe siècle. Et Olivier, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, en sait quelque chose. C'est très compliqué d'imaginer que la République a pu coloniser. C'est très compliqué d'accepter que le pays des droits de l'homme a pu réprimer. C'est très compliqué de n'avoir compté que les Européens, comme l'a très bien dit Mehdi, et ne jamais avoir compté les indigènes depuis les conquêtes coloniales. Parce que ça ne va pas avec la République. Et qu'aujourd'hui, petit à petit, tout ça est en train de se fissurer. C'est très compliqué, c'est très long. Et par exemple, le film dont vous parlez va être un véritable événement. 4 heures de télé sur France 2 pour raconter la chute de l'Empire. J'ai parlé de Sétif, j'ai parlé d'iPhone, j'ai parlé du bombardement de Damas, j'ai parlé des massacres de Madagascar, j'ai parlé de la répression aux Antilles, pour montrer que ce n'est pas simplement un moment, une répression, c'est 25 ans de guerre non-stop. Notre pays, la France, a sa plus longue guerre du XXe siècle, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pas la Première Guerre mondiale, c'est 25 ans de guerre coloniale non-stop. Et ce pays a beaucoup de mal à accepter cette idée qu'au nom, justement, des droits de l'homme, au nom des valeurs universalistes, on a fait exactement l'inverse. Et on a fait l'inverse pendant très longtemps avec la colonisation. Et en plus, on n'a pas lâché au bout. On a été, alors que toutes les élites politiques savaient que l'Empire était perdu, on a été jusqu'à mettre les mains, la tête et les bras dans le sang. Cette histoire, elle est compliquée à accepter. Et aujourd'hui, on commence à peine, et c'est très douloureux, à ouvrir la fenêtre de l'histoire. Et comme l'a très bien dit Mehdi, c'est parce que pendant très longtemps, certains ont questionné ce pays. Que maintenant, je dirais, les politiques actuelles n'ont plus les enjeux de leurs prédécesseurs. Les médias n'ont plus non plus les enjeux politiques de leurs prédécesseurs. Et puis les jeunes d'aujourd'hui dans ce pays ont compris les grandes lignes de cette histoire coloniale. Ils savent bien que ce n'est pas vraiment en phase avec les valeurs de la République. Pour autant, il va y avoir encore beaucoup de montagnes à faire tomber pour qu'on commence à réécrire l'histoire autrement de ce pays, parce que tout est le mien. Parce qu'en même temps, dans République, il y a aussi colonial, de temps en temps, qui traîne. Et c'est compliqué, c'est un paradoxe absolu. Vous savez, aucun pays n'a une histoire parfaite. Ça se saurait. Aucun. Le nôtre a une des tâches, et c'est la dernière grande tâche de la génération d'historiens, de réalisateurs, de poètes, de romanciers. Vous remarquerez que depuis 10 ans, dans ce pays, il y a eu beaucoup de romans sur le sujet. Leila Slimani, beaucoup de travaux sur les tirailleurs sénégalais, beaucoup de livres sur la question, beaucoup de films de fiction. C'est pas un hasard si cette génération actuellement est en train de travailler. Il y a eu là-dessus. C'est pas par volonté de mettre une souffrance en avant par rapport à l'autre, ça évidemment pas, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la période coloniale, sur les pays colonisés. Il y a eu également beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'esclavagisme également. Ça a été très... Néanmoins, pour avoir observé quand même depuis quelques années ces problématiques, comment elles sont traitées sur la scène médiatique, sur la scène même intellectuelle française, la question algérienne reste... Bien sûr. Bien sûr. Dans le traitement. Mais bien sûr. Et vous savez pourquoi ? Mais parce que c'est... C'est pour ça que je vous interviewe. Mais parce que c'est une longue histoire de 130 ans, parce qu'il y a l'histoire de l'immigration algérienne, parce que c'est une des violences, parce que 2 millions d'appelés, de réappelés ont été envoyés là-bas, parce qu'il y avait des colons, parce que l'Algérie, c'était le symbole de la puissance de la France, et quand la France a perdu l'Algérie, elle a perdu une partie de sa puissance, et que cette histoire, elle est impossible à assumer, et qu'une partie du racisme anti-maghrébin dans ce pays, elle est liée aussi à cette histoire, et parce que tout ça se prolonge, comme l'a très bien écrit Olivier dans plusieurs de ses livres, tout ça a travaillé la France de l'intérieur par un racisme qui a été construit génération après génération, dont nous sommes une part des héritiers. Donc cette histoire, elle est à la fois proche en nous. L'immigration aussi nous raconte cette histoire au quotidien. C'est-à-dire que nous vivons ensemble. Vous savez, personne n'avait jamais imaginé au XVIIIe siècle que les ex-indigènes et les ex-colons vivraient un jour dans le même pays. Personne. Personne. Tout ça est donc une bombe à retardement incroyable au niveau mémoriel. Et nous essayons tous, chacun de notre manière, d'arriver à trouver une voie pour raconter ça, pour arriver à faire qu'à un moment, nous ayons une histoire partagée qui part d'une douleur incroyable, on vient de le dire.
Comment faire un jour qu'un enfant de France, un enfant d'Algérie puisse parler du 8 mai 45 en concevant que c'est une histoire commune, qu'ils peuvent la partager et qu'ils peuvent ensemble la dépasser. C'est très compliqué. Néanmoins, j'entends bien ce que vous dites par rapport notamment à l'élite politique, mais si je me réfère à l'article qu'a signé Olivier pour Grand-Maison hier, par rapport à la réaction du pouvoir politique Mais bien sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur la France, sur les gouverneurs, enfin sur la classe politique jeune finalement française, sur les décideurs de la classe politique française, à leur tête Emmanuel Macron, par rapport à cette histoire, sachant qu'il y a eu beaucoup de promesses, hein, j'en passe des promesses qui ont été faites par François Hollande, et beaucoup de promesses faites non pas à l'Algérie, parce que l'Algérie, peut-être M. Benahissa pourra nous le rappeler, se suffit à elle-même, mais aux enfants de l'immigration, de reconnaître cette partie de l'histoire. On en est où exactement, Olivier de Grand-Maison, par rapport à cette reconnaissance? Je crois qu'il y a un effet de génération, mais pas uniquement, parce que en ce qui concerne Emmanuel Macron, chacun sait qu'il est très jeune, chacun sait qu'il n'a pas connu la guerre d'Algérie, qu'il est venu à la vie politique après tout cela. Et effectivement, comme prédécesseur, il continue à refuser de reconnaître ce qui a été perpétré à partir du 8 mai 1945, pour des raisons fondamentalement politiques et pour des représentations sans doute qu'il se fait, et parce qu'il pense, je pense à tort évidemment, qu'une reconnaissance officielle déchaînerait d'une part évidemment les dirigeants du Rassemblement national, une bonne partie des républicains qui sur ces questions-là ont évolué et partagent au fond avec les dirigeants du Rassemblement national à peu près les mêmes conceptions. Et par ailleurs, il y a aussi le fait que ça ne concerne pas simplement Emmanuel Macron et son parti, mais que, au fond, l'histoire coloniale en général française et celle de l'Algérie en particulier fonctionne comme une sorte de révélateur photographique qui met à mal, d'une part, les grandes mythologies nationales républicaines, les grandes mythologies créées autour d'un certain nombre de grandes figures, le général de Gaulle, François Amici, des grandes mythologies partisanes, celle du Parti socialiste, SFIO à l'époque, mais aussi celle du Parti communiste, qui a toujours affirmé qu'il avait été constamment antifasciste relativement à la guerre d'Algérie, relativement à ce qui s'est passé à Sétif également, mais relativement aussi à ce qui va se passer en 1954 et entre 1954 et 1962. Cette histoire de la colonisation en Algérie pour la direction du Parti communiste et pour les militants aujourd'hui est aussi un retour extrêmement douloureux. L'ensemble de ces éléments permettent en partie de comprendre les raisons pour lesquelles il y a encore parmi les élites politiques de ce pays une très grande réticence à reconnaître ce qui a été perpétré. Et si on fait la comparaison, constatez que sur ce terrain-là, la France est notoirement en retard par rapport à un certain nombre d'autres grandes puissances coloniales qui, comme la Grande-Bretagne, par exemple, a très récemment reconnu les massacres perpétrés à l'encontre des Mau Mau au Kenya dans les années 1950. Plus que cela, non pas seulement reconnu, mais a accordé des indemnités financières aux victimes et à leurs descendants, et a décidé, la Grande-Bretagne, d'ériger à Nairobi un monument à la mémoire des victimes sur les fonds de la Grande-Bretagne. Donc, d'un point de vue politique, judiciaire et symbolique, ce sont des pas extrêmement importants. Et de ce point de vue-là, force, hélas, est de constater que la France était en retard. Sur les médias, je crains, hélas, que demain, comme les années précédentes, à part peut-être quelques médias marginaux, télévisuels et radiophoniques, qu'on va avoir droit, encore une fois, au grand récit. Le 8 mai 1945, c'est effectivement la fin de la guerre en Europe et désormais la paix assurée. Alors que chacun sait, Pascal Blanchard l'a dit, la France du 8 mai 1945 jusqu'au 19 mars 1962 n'a pas cessé d'être en guerre, et le nombre de morts au cours de ces opérations dites de pacification et de massacres et de guerre, faut-il le rappeler, c'est plus d'1 million, c'est supérieur à la totalité des victimes françaises de la Seconde Guerre mondiale, militaires, résistants et civils. Ça permet, cette comparaison, de prendre la plus juste mesure de ce qu'a été effectivement cette très longue guerre contre celles et ceux qui ont eu le courage de se dresser contre la puissance coloniale française entre 1945 et 1962. Slimane Benahissa,
Qu'est-ce que vous pensez, vous avez fréquenté beaucoup d'intellectuels, de créateurs ici, puisque vous évoluez entre la France et l'Algérie, vous avez fait beaucoup co-signer des travaux, aussi bien au niveau du théâtre qu'ailleurs, avec des intellectuels ici, des intellectuels français, par rapport à cette histoire coloniale, et précisément par rapport à ces aspects les plus sombres. Comment est-ce qu'ils évoluent avec ces... J'ai toujours travaillé, que ce soit ici ou en Algérie, sur la construction de la paix entre nos deux peuples. Et j'ai toujours travaillé dans mes écrits, et je vais vous raconter une anecdote. J'ai écrit une pièce sur la guerre d'Algérie qui s'appelle Le Conseil de discipline. Le Conseil de discipline, c'est une histoire banale entre un Français et un Arabe au collège, c'est une histoire vraie. Ils se bagarrent, il y a conseil de discipline. Et malheureusement, c'était en 58, 300 profs qui siègent au conseil de discipline, c'était une catastrophe. Donc, j'ai raconté cette histoire et je devais la mettre en scène ici en France. À l'époque, on cherchait un metteur en scène pour le faire. Moi, je venais d'arriver. J'ai eu à parler au moins avec une dizaine de metteurs en scène qui m'ont dit « Tu connais trop de choses sur la guerre d'Algérie, je ne peux pas te suivre. » C'est incroyable, j'avais l'impression d'avoir fait cette guerre d'Algérie tout seul. Ils en savaient beaucoup moins que moi. Donc, j'ai été en Belgique et c'est Jean-Claude Idé à Bruxelles. Avec lui, j'ai monté la pièce, qu'on a jouée d'ailleurs dans le cadre des lycées en France. Ça, c'est pour vous dire la complexité du problème. L'idéal, pour se souvenir, il faut oublier. On n'arrive pas à oublier, ni ici, ni là-bas. Donc, on ne peut pas construire un souvenir commun sur ces catastrophes. Moi, j'ai toujours travaillé à essayer d'éloigner ces vicissitudes de l'histoire. Mais en France, il y a trop de problèmes pour régler le problème de la guerre d'Algérie et de la colonisation. Et chez nous aussi, la colonisation ou la guerre de libération est un mythe qui légitime tous les pouvoirs et qui est fondateur pour l'Algérie. Il est difficile de le bouger. C'est comme un édifice qui a peur d'un tremblement de terre. Alors, il faut ouvrir l'histoire. Boumedienne avait dit, Feu Boumedienne avait dit quand même, attendez que tout le monde meure pour qu'on puisse écrire l'histoire. Bon, nous avons une relation à l'histoire et à la guerre d'Algérie complexe, et la France aussi. Il faut ajouter qu'en France, dans les guerres de colonisation, les socialistes avaient une part de responsabilité et la droite avait une part de responsabilité. Ce qui fait que dans l'alternance des pouvoirs, chacun avait quelque chose à reprocher à l'autre dans l'opposition. Et ça compliquait beaucoup la résolution des problèmes. La torture, c'était Mitterrand et les socialistes, les harkis et les pieds noirs, c'était les gaullistes. Donc, comment résoudre ces problèmes? Comment résoudre ces problèmes? Et là où j'ai pris conscience que c'était vraiment complexe en Algérie, quand j'ai fait la tournée avec le Conseil de discipline en France, oui, il n'y a pas une salle où je n'ai pas reçu dans les loges quelqu'un qui fondait en larmes. Et qui a été soit un appelé, soit il a perdu des gens là-bas. Et j'ai pris conscience combien la France était touchée par la guerre d'Algérie. C'est incroyable. Et je pousserai encore l'anecdote à vous raconter. Quand j'étais à Argentan pour une séance de débat sur l'intégrisme, en plein janvier, j'arrive, je me dis, perdu dans ce patelin, où je vais, avec qui je vais parler. Le maire vient m'accueillir et on va dans une salle, elle est remplie. Je fais un débat où il y a eu de la bagarre à coups de poing entre les gens, à cause de la guerre d'Algérie, de ce qui se passait en Algérie. Et à la fin, on me découvre un tableau de classe. Vous savez, les tableaux verts sur chevalet. Oui. Il y avait épinglé des cartes postales venues d'Algérie à Argentan. Il m'a dit, on savait que vous étiez un peu inquiet, mais regardez les relations qu'on a avec l'Algérie. Donc, si vous voulez, j'ai pris conscience qu'il n'y a pas une famille française qui n'a pas été touchée par la guerre d'Algérie, de près ou de loin. C'est aussi finalement ce qui fait toute la difficulté. Les pères n'ont pas pu parler à leurs enfants. Tout à fait. À Limoges, une étudiante est venue me voir, une lycéenne. Elle m'a dit, je vous en prie, parlez avec mon père, invitez-le pour qu'il vous dise quelque chose. Le monsieur n'a pu rien me dire qu'à pleurer
Je ne justifie pas la France dans ses actes massacreurs et je ne justifie pas, mais je dis qu'il est très difficile d'écrire cette histoire parce que nous devons la clarifier ensemble, quelque part. Il faudrait qu'on arrive à un moment où on soit ensemble. Vu l'immigration qu'il y a en Algérie, il faut qu'elle soit informée justement sur ce qui s'est passé. Nous disons qu'il y a eu un massacre, que la France reconnaisse le massacre. Mais si nous, tout seuls, on dit un massacre, personne ne nous croit. Donc les choses doivent être... On doit travailler dans le sens où apaiser les esprits pour que l'objectivité des choses apparaisse et que les choses soient dites et inscrites dans la mémoire. Parce que ce n'est pas l'histoire au détail qui passe à la mémoire. Ce qui passe à la mémoire, c'est surtout la douleur qu'elle a entraînée. Et plus on fait durer la douleur, la mémoire, elle va être encombrée. C'est pour ça qu'il faut cicatriser vite les choses. Justement, vous le disiez à juste titre, dans beaucoup de familles françaises, il y a un rapport avec l'histoire de la guerre d'indépendance et malheureusement, c'est ce qui en fait également un enjeu politique. C'est ce qui en a fait un enjeu politique, puisque ce sont des familles qui sont par la suite appelées à voter pour ou contre des gens qui reconnaissent leurs particularités ou excusent certaines de leurs actes qu'ils ne peuvent pas assumer. Ça fait partie également, cette douleur que vous décrivez aujourd'hui, n'est-elle pas finalement à l'origine de cet enjeu politique? C'est très important. Je vais vous rappeler un petit incident. Le président de l'association des Pieds Noirs d'Algérie, à l'époque, il avait appelé à voter Chirac. 15 jours après, il était assassiné dans un parking de Monoprix. Pour vous dire l'enjeu, comment un Pied Noir appelle à voter Chirac. Donc, les enjeux, le problème de Harki est un vrai problème, le problème pour la France, hein, les problèmes des Pieds Noirs est un vrai problème, ce qui fait que la France, c'est très compliqué pour elle de dégager la vérité de ces problèmes-là. Et nous, on a en plus nos archives, elles sont chez elle. Justement, c'est la raison pour laquelle je voudrais revenir sur la reconstitution de l'histoire en images, à défaut de pouvoir finalement avoir des textes mathématiquement exacts, mais l'ouverture des archives. Monsieur Blanchard, vous avez, donc pour ce documentaire utilisé, j'ai regardé les images, elles sont vraiment extraordinaires, elles ont été traitées de façon vraiment très intéressante. Et vous, Mehdi Lahlaoui, justement, pour vos documentaires, vous avez essayé de déterrer des images. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport aux images d'archives? Qu'est-ce qu'on a? À quoi on peut avoir accès? Et comment est-ce que ça pourrait faire avancer finalement la question de la reconnaissance de l'histoire commune? Vas-y. Oui, moi sur l'exemple des massacres de Sétif qui a été fait par la chaîne franco-allemande Arte, je me suis rendu compte, on a accès aux archives, mais le CPI, voilà, on est des créateurs, on fait des commandes, voilà. Mais je me suis rendu compte qu'on avait coupé, censuré les images de CPAD, les images du cinéma des armées qui ont été tournées dans le Constantinois en mai-juin 1945. On les a censurées, on les a coupées. Voilà. Et je m'en suis rendu compte. Et je m'en suis rendu compte en les récupérant en 2015. C'est-à-dire que quand je fais ce film en 1995, un État démocratique, avec une demande, il y a dans l'armée des gens qui considèrent qu'on ne peut pas tout me donner. Et donc, je me suis aperçu qu'on a fait disparaître des images et je les ai j'ai refait un montage du film en expliquant que ces images que j'avais achetées avaient été censurées. Et sur Mediapart, en 2015, c'est visible encore sur Mediapart, j'ai remis ces images où on voit des soldats français sur des half-track qui tirent à bout portant sur des Algériens. Voilà. Donc, 70 ans plus tard, on censure encore des images, on ne donne pas accès à la vérité. Et ce qui se passe aujourd'hui est encore pire, parce que même si M. Macron, le président de la République, a pu dire il y a quelques mois que la colonisation était un crime contre l'humanité, même s'il a acté le fait de la connaissance d'assassinat par les parachutistes
français de Maurice Audin, il n'y a plus d'accès aux archives qui peut nous permettre de travailler sur l'art colonial, sur l'histoire. On est aujourd'hui en 2020. On a un problème d'accès. C'est un problème qui se ferme. Et c'est un problème de vérité et de justice. Encore une fois, aujourd'hui, en 2020, on referme les archives pour qu'on ne puisse pas avoir communication à des faits qu'on connaît, qu'on a besoin de recouper, qu'on a besoin de présenter au public. Le but, ce n'est pas la dénonciation. Le but, c'est que la vérité soit dite et soit dite à tout le monde. De quel droit l'armée française aujourd'hui se permet de censurer les archives, se permet de couper des archives filmiques qui sont du domaine public? De quel droit? Et pour autant, la plus grande importance de tout ça, c'est pas encore les archives. Même si aujourd'hui il y a un problème de fond pour les consulter, c'est où on peut diffuser ces choses. Parce que ce qui est important, c'est comment on peut transmettre. Slimane était très important tout à l'heure. Comment on peut parler entre nous? Eh bien, on peut parler entre nous à partir du moment où des grands médias commencent non pas juste d'une manière cachée, mais à ouvrir ces questions. Nos manuels scolaires, des livres, des conférences, des télévisions. C'est là où la mémoire se met à se diffuser. Alors des fois, on doit bricoler avec une absence d'archives, mais le plus important, c'est à qui on va pouvoir montrer, à des millions de jeunes aujourd'hui, pour raconter autrement que l'histoire officielle. Olivier Dupuy-Grand-Maison, on arrive presque au terme de cette émission et je vous remercie pour votre patience. Ce ne sont pas des conditions évidentes, évidemment. Qu'est-ce qu'il faudrait finalement pour que ce 8 mai 45 soit reconnu, l'autre 8 mai 45 soit dit tout simplement au niveau de la scène publique? Ne parlons même pas politique, hein, mais au niveau de la scène publique. Et il faudrait évidemment une déclaration du chef de l'État. C'est cette déclaration qui débloquerait l'ensemble de la situation, parce que dès lors qu'il y aurait une déclaration du chef de l'État reconnaissant ce qui a été perpétré le 8 mai 1945, à ce moment-là, je suis sûr que l'ensemble des médias, journaux, télévision, radio, se saisiraient de cette déclaration pour rappeler ce qui a effectivement été perpétré. Et par ailleurs, on le sait, puisque nous avons l'expérience de la reconnaissance des crimes commis par Vichy, de la participation de Vichy à la destruction des Juifs d'Europe suite à la déclaration de Jacques Chirac, c'est pas les mêmes types de crimes, assurément, mais la déclaration de Jacques Chirac a effectivement radicalement transformé la situation, et c'est à la suite de cette déclaration qu'il y a eu des documentaires, que les historiens ont continué évidemment le travail, et surtout que cette histoire qui était bien connue, déjà bien établie par les professionnels et spécialistes, a pu rentrer dans les manuels scolaires et que les enseignants enfin ont pu se saisir de ces manuels scolaires pour enseigner cette histoire dans les collèges et dans les lycées. Et relativement à l'histoire coloniale en général et aux événements qui nous occupent, le massacre du 8 mai 1945, il est clair que, encore une fois, s'il y avait une déclaration escalité du chef de l'État le 8 mai 2020, la situation en serait bouleversée et les conséquences en seraient extrêmement positives, à la fois d'un point de vue médiatique et du point de vue de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, et bien sûr de la transmission et de cette histoire et de la mémoire. Une question, Emmanuel Macron aujourd'hui. Pardon. Qu'est-ce qui empêche Emmanuel Macron aujourd'hui de revenir et de reconnaître, tel qu'il l'avait d'ailleurs dit en tant que candidat, que le colonialisme, que la colonisation, que le système colonial était un crime contre l'humanité? Son manque de courage et sa faiblesse politique. Monsieur Blanchard? Non, je pense que notre pays a besoin, et là-dessus Olivier a raison, d'un déclencheur. C'est à un moment, l'opinion, je pense, majoritairement dans ce pays aujourd'hui, considère que la France doit reconnaître ce qui s'est passé aux colonies. Pas les élites. La différence, elle est là, entre l'opinion et les élites. Et ce rapport de pression va faire que petit à petit, un jour, Emmanuel Macron ou son successeur devra reconnaître. Mais bien au-delà de ce que vient de dire Olivier, ça permettra de faire une chose que notre pays n'a toujours pas. Je vous rappelle que si vous voulez emmener les enfants de France ou nos petits-enfants pour voir une exposition ou un musée pour raconter l'histoire coloniale, ce n'est pas possible dans notre pays. Cette histoire a duré 4 siècles et il n'y a toujours pas un musée pour raconter aux enfants de France l'histoire coloniale, où les enseignants puissent emmener les enfants de France de nos écoles pour comprendre cette histoire avec toutes ses complexités. Donc, nous en sommes en fait qu'au début. Ne rêvons pas. Ce que dit Olivier n'est qu'un point de départ vers un travail titanesque que nos successeurs auront à faire, de bâtir une mémoire, une histoire. C'est long. Il faut une déclaration, parce que notre pays est très pyramidal. Il faut qu'elle vienne du haut, et en même temps, après, tout le travail se fera de manière foncière vers le bas pour transmettre du savoir, de la culture, de la connaissance, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sort des traumatismes de l'histoire. Je voudrais rajouter par rapport à Sétif qu'en France, demain,
Dans une vingtaine de villes en France, il y a des rassemblements, des dépôts de gerbe, etc. Je pense aux amis du MRAP à Valence, je pense à l'association Rennes Sétif à Rennes, je pense aux amis de Strasbourg qui, chaque année, font un dépôt de gerbe pour se souvenir de Sétif. Voilà, il y a une prise en charge mémorielle et nous autres, les militants associatifs, les artistes, on va continuer l'interpellation auprès des pouvoirs publics parce que c'est une volonté politique. Olivier dit bien à un moment donné qu'il y ait une intervention des plus hautes autorités. Ça a existé. Voilà. Quand Chirac, 95, parle du rôle de la police française dans l'arrestation des Juifs à Paris, c'est possible. Quand le Premier ministre Jospin reconnaît ce que tout le monde sait, les fusillés pour l'exemple de 14-18, c'est possible. Quand Hollande, en octobre 2012, reconnaît, c'est pas encore parfait, mais le massacre des travailleurs algériens à Paris, c'est possible. C'est une question de volonté politique et on lâchera rien. Merci, Mehdi Alaoui. Je voudrais terminer avec vous, M. Slimane Benaïssa. Il y avait un texte qui pour vous, un texte qui pour vous évoquerait le plus cette page douloureuse de notre histoire. Ce serait lequel? Les massacres de Galma par Marcel Regui, c'est extraordinaire, détaillé et très très bien. Actuellement, je l'ai parce que je travaille sur mon autobiographie, j'ai besoin de références. Donc voilà. Je voudrais dire, pour moi, le problème est résolu entre la France et l'Algérie le jour où je rencontrais n'importe quel Français et que je lui dis 8 mai 45 et qu'il pensera libération et massacre. Bravo. Aujourd'hui, 8 mai 45, lui pensera libération, moi je pense massacre. Tout à fait. C'est ça, la grande douleur que nous avons héritée et que vraiment nous œuvrons tous pour la dépasser. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cette émission dans les conditions, encore une fois, assez difficiles, celles de Je vous souhaite bon courage pour la suite de cette période et on espère avoir le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne pour d'autres débats. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur Canal Alger. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous.